Bonjour à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Les entretiens entre le président de la République, Alassane Ouattara, et Sa Majesté Letzi III, roi du Lesotho, les deux personnalités ont échangé hier au palais présidentiel. Une rencontre à la faveur de l'inauguration du Centre d'excellence régional pour l'éradication de la faim et la malnutrition en Afrique. Ce centre, justement, a été inauguré hier par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Il est situé dans la commune de Cocody. Le Centre d'excellence régional pour l'éradication de la faim et la malnutrition en Afrique va permettre à plusieurs pays de partager leurs expériences. Enfin, la 7e édition de l'Africa CEO Forum s'est ouverte hier à Kigali, au Rwanda. L'occasion pour le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly de vendre les opportunités d'affaires. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a eu un entretien hier au palais présidentiel avec Sa Majesté Letzi III, roi du Lesotho. Le souverain du Lesotho a séjourné en Côte d'Ivoire et assisté à l'inauguration du Centre d'excellence régional pour l'éradication de la faim et la malnutrition en Afrique. Les précisions de Awa Touré. Champion de l'Union africaine pour la lutte contre la faim et la malnutrition, le roi du Lesotho, Sa Majesté Letzi III, reçu au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État qui s'est félicité de la présence du roi du Lesotho à Abidjan pour l'inauguration du Centre d'excellence régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Nous avons le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du Centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique, en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Le roi du Lesotho a par ailleurs exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition. En image, la deuxième audience hier du président de la République, Alassane Ouattara. Elle a été accordée au directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley. Leurs échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le PAM. Le Centre d'excellence régional pour l'éradication de la faim et la malnutrition en Afrique est situé dans la commune de Cocody. Il a été inauguré hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À noter que, selon les statistiques publiées par les Nations Unies, le nombre d'individus souffrant de faim dans le monde est en hausse, avec plus de 800 millions de personnes en 2017. On en parle avec Mahama Traoré. C'est à Abidjan que le Programme alimentaire mondial PAM a choisi d'implanter le premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, pour la zone Afrique subsaharienne. Sa mise en service témoigne de la volonté du continent de réaliser le deuxième objectif de développement durable des Nations Unies, à savoir éradiquer la faim et la malnutrition à l'horizon 2030. Le centre aura ainsi pour vocation de promouvoir les bonnes pratiques agricoles et de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour la mise en œuvre de solutions innovantes au niveau régional. Selon David Beasley, directeur exécutif du PAM, il y a urgence car l'insécurité alimentaire touche 23% des Africains
21% sont en état de sous-alimentation et 30% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance. L'avènement du CERFAM fonde donc l'optimisme du champion de l'Union africaine pour la nutrition, Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho. D'autant plus qu'il voit en ce centre un pilier de recherche et d'innovation au service de l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique. Une vision partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan en sa qualité de facilitateur national pour l'élimination de la faim et de la malnutrition. La faim et la malnutrition, par leurs effets négatifs sur le développement du capital humain, nuisent à la productivité et grèvent les dépenses publiques. Plus que jamais, la faim et la malnutrition sont au cœur de la problématique de lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée en tant que dimension importante du développement social et humain. Face à ces enjeux, nous devons donc nous unir, gouvernement, secteur privé, société civile, milieu académique de la recherche, partenaires techniques et financiers, et coordonner nos efforts pour améliorer nos systèmes alimentaires et atteindre nos objectifs nutritionnels de manière écologiquement, socialement et économiquement durable. Les travaux du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition seront focalisés sur 4 domaines clés que sont l'assistance technique, la recherche, les partenariats et les plaidoyers. Direction Kigali au Rwanda avec la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Les travaux de cette rencontre portent sur l'intégration économique. La Côte d'Ivoire est représentée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On en parle avec Herman Guivet. L'Africa CEO Forum 2019, 700 dirigeants d'entreprises, 4 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Faure Gnassingbé du Togo et la Côte d'Ivoire, bien représentés par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une quarantaine de ministres pour boucler la boucle et le nombre de participants aurait dépassé les 1500 annoncés, il serait plus de 1800. Le sujet abordé est aussi grand que l'intérêt manifesté autour de l'événement. Pour Philippe Le Ouérou, vice-président directeur général de la SFI, les efforts en faveur du libre-échange régional sont louables, mais les difficultés subsistent, les contrôles monétaires, les coûts de transfert élevés, les barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux. L'intégration africaine, tant recherchée au travers de l'accord portant sur la mise en place de la zone libre-échange continentale, la ZLEC, ne peut se faire sans la mobilisation du secteur privé. Et pour Paul Kagame, le président rwandais, il n'y a plus une minute à perdre. Il est de notre responsabilité d'assurer que l'intégration s'approfondisse et en même temps s'accompagne de cette volonté d'aller de l'avant pour donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos jeunes. Depuis sa création en 2012, le CEO Forum a permis de mettre en connexion plus de 5000 dirigeants. Le choix du Rwanda pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Le pays permet de réunir toutes les communautés d'affaires francophones et anglophones. Et toujours dans le cadre de l'Africa CEO Forum, à noter que le Premier ministre ivoirien a animé hier un panel de haut niveau, occasion pour Amadou Gon Coulibaly de présenter aux investisseurs africains les avancées en matière de croissance économique enregistrées par son pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que les opportunités d'investissement. Et en marge de la 7e édition de l'Africa CEO Forum, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été reçu en audience par le président rwandais Paul Kagame. Plusieurs sujets au menu de leurs entretiens, notamment la coopération Côte d'Ivoire-Rwanda. Un mot sur la 29e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'élection pour la présidence du comité d'orientation pour les 2 prochaines années. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Représentants de chacun des 10 États membres du Centre d'assistance technique du Fonds monétaire pour l'Afrique de l'Ouest, AFRITAC, les partenaires, le Fonds monétaire international, le FMI, et des observateurs réunis pour une même cause, le développement durable de la sous-région. C'est la vision générale de l'AFRITAC, dont l'objectif est de renforcer les capacités macroéconomiques et financières des États membres.
Le fruit donc de l'initiative du Fonds monétaire international répondant à une demande des dirigeants africains désireux d'obtenir plus d'assistance technique adaptée à leurs besoins et à leur capacité d'absorption en matière d'emploi jeune. C'est donc aux représentants du ministre de l'économie et des finances qu'est revenue la charge d'ouvrir les travaux de la 29e session. Le comité d'orientation qui se réunit est l'organe de gouvernance chargé d'assurer la supervision stratégique du centre. Cette rencontre est alors l'occasion de discuter des directives de l'Union économique et monétaire des États membres, de réfléchir sur l'examen de l'exécution du programme de l'année fiscale qui se termine, mais aussi d'entrevoir les perspectives de l'exercice financier 2020. Sans oublier de statuer sur les questions financières relatives à la contribution des États et leurs arriérés de cotisation. Monsieur le ministre encourage tous les pays membres à signer les lettres d'entente et à effectuer les décaissements prévus pour garantir les activités du centre. C'est le lieu d'exhorter également les pays membres d'Afrique de l'Ouest à s'acquitter de leurs contributions pour assurer la continuité et la prévisibilité des activités du centre. La présidence de cette institution, l'Afrique, est tournante. Cette présidence est assurée depuis le 1er mai 2017 par la Côte d'Ivoire. Elle sera dévolue pour les prochaines années à compter du 1er mai 2019 à un autre État membre. Les tracasseries routières, une préoccupation pour l'État ivoirien. En effet, la Côte d'Ivoire enregistre une perte d'environ 35 milliards de francs CFA par an. Alors pour résoudre ce problème, le Comité national de facilitation du transport a initié des réflexions et organisé une caravane de sensibilisation. Il s'agit d'améliorer la fluidité routière, notamment sur le corridor Abidjan-Noé. Les explications de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Proposer des réformes pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le Comité national de facilitation du transport en Côte d'Ivoire, CNF, s'y engage. Un atelier de réflexion s'est tenu à la frontière Noé et Libou entre les douanes ivoiriennes et ghanéennes. Après un plaidoyer fait à l'endroit des deux gouvernements, ces forces de contrôle se sont résolues à coopérer pour améliorer le temps de traversée à la frontière. Le CNF a sensibilisé les forces de l'ordre sur les tracasseries routières et le racket dans les corridors. Officiellement, il existe 5 barrages sur la section ivoirienne du corridor contre 3 barrages recommandés par le mémorandum d'entente d'Accra. Koumassi, bientôt une commune propre et assainie. Des travaux de bitumage des différentes voiries ont en effet été lancés hier par le maire. Cissé Ibrahim Bakongo a présenté ses excuses aux populations pour les dommages causés par l'opération de déguerpissement et promis le relogement de tous les déguerpis. Le point avec Mamadou Kouassi. Voici le nouveau visage du boulevard Antananarivo dans la commune de Koumassi. Décor identique du côté de la place Inch'Allah. Toutes les constructions jugées illégales ont toutes été rasées. Une situation difficile à accepter pour certaines populations. Tous les pères de famille, il y a des femmes qui nous aident même, on les a cassés tous. Les gens même ont leur garage, ont tout ici, il n'y a personne, il n'y a rien qui nous marche. Rien, nous tous on est en deuil même. Et bon, ça ne nous a pas plu parce qu'on vivait de ça. Comme le maire aussi a dit que donc il a besoin de ça pour... Il faut casser pour reconstruire. Donc, si le développement passe par ça, qu'allons-nous faire? Les gros arbres plantés en bordure de route ont été également abattus. Mais dommage, cet arbre donnait de l'ombre. Des arbres qui ont déjà une trentaine d'années, qu'on vient subitement abattre, il y a des effets négatifs. C'est décevant, mais il faut remplacer ces arbres-là. C'est pourquoi on a prévu de raciner ces arbres-là et puis planter d'autres arbres qui sont adaptés au bitume. Tous les magasins construits en bordure des écoles et des hôpitaux sont aussi détruits. Et ce, sous la supervision du député maire Ibrahima Cissé Bakongo. Nous avons cassé autour des établissements scolaires, des boutiques, des maquis, des bars, quelquefois des sex shops, c'est-à-dire là où on va vendre du sexe. Nous avons cassé tous ces endroits où des gens gagnaient leur vie, mais que nous considérions comme étant des lieux qui ne pouvaient pas être dans l'environnement ou des écoles. Des opérations qui visent à donner un nouveau visage à la commune de Koumassi, tout en améliorant le cadre de vie des populations. Pour nous, ce sont des grandes voies, des voies structurantes qu'il fallait nettoyer comme nous l'avons fait avant donc de passer à la phase d'embellissement. Et donc pour nous, tout cela s'inscrit dans notre vision de rendre Koumassi autrement, que ce qu'elle est aujourd'hui.
En plus des opérations de déguerpissement, le député maire de la commune de Koumassi lance les grands travaux. Et pour cette première phase, ce sont le bitumage, l'assainissement et le pavage des rues, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA. Des travaux réalisés en prélude à la saison pluvieuse. Nous avons engagé les travaux au pas de course, justement pour dévancer, pour anticiper, faire en sorte que lorsque les saisons de pluie vont démarrer, il y ait ici à Koumassi zéro inondation. C'est un pari, de notre point de vue, qui est tout à fait possible. Les travaux qui commencent aujourd'hui, en réalité, sont des travaux qui sont offerts par le président de la République. À la cérémonie de lancement de ces travaux, le député maire de la commune de Koumassi a invité sa population à l'Union pour le développement de leur cité. Pardon pour tout ce que nous avons fait, tous les torts que nous vous avons causés. Donc pour faire des omelettes, il faut bien que je casse des œufs. Nous avons donc dû débarrasser toutes ces voies de tout ce qui les encombrait en faisant des malheureux. Tous ceux qui ont été déguerpis vont être relogés. Nous avons commencé par les Aoussa, ils ont été relogés. Ces grands travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année 2019 et permettront à la commune de Koumassi de retrouver un nouveau visage, plus reluisant pour le bien-être de ses populations. Fin de la deuxième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Des experts ivoiriens, africains, asiatiques et occidentaux ont participé et partagé leurs connaissances et compétences sur les bonnes pratiques environnementales. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Les deuxièmes Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques consacrées cette année au thème « Comment réussir les transitions énergétiques et écologiques dans les pays d'Afrique » ont refermé leurs portes au Palais de la Culture. Ces journées s'inscrivaient dans le cadre de la nouvelle politique du développement durable et avaient pour objectif d'amener la communauté nationale et africaine à œuvrer davantage ensemble pour impulser une dynamique nouvelle et conséquente dans les actions de protection de l'environnement en général. Il s'agissait au cours de ces journées de s'arrêter pour réfléchir, pour échanger entre experts ivoiriens et venus de tous les pays, vous avez vu, du continent africain, de l'Europe et d'Asie, pour ensemble partager nos expériences, pour voir ce qu'il faut faire pour les années à venir afin de contrer les aléas du changement climatique. Ces journées ont été une réussite, nous ont permis de voir, d'apprendre des uns et des autres ce qui se fait de bien, mais nous avons aussi relevé les faiblesses à corriger pour permettre à notre pays d'évoluer vers la transition écologique et climatique. Ces journées organisées par le réseau des experts africains pour l'écologie et les changements climatiques ambitionnent d'offrir à l'ensemble des acteurs de l'écologie une plateforme africaine de rencontres et de partage d'expériences. Une question à présent. Comment gérer les fake news? Les responsables en charge de la communication au sein des ministères et autres institutions étatiques ont bénéficié récemment d'une formation sur cette interrogation. C'est une initiative du ministère ivoirien de la communication en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout de permettre aux participants de pouvoir redynamiser les politiques de communication de leurs différents employeurs. Mamadou Kouassi. Cheville ouvrière de la communication des actions du gouvernement. Ces responsables de communication des ministères et institutions de la République renforcent leurs compétences. Pour cette session, la communication en période de crise et la gestion des fake news, surtout quand ces informations sont relayées par les réseaux sociaux, sont au centre de la formation. Souvent, les fake news sont très sophistiquées et on a du mal, et surtout le public qui peut-être ne connaît pas très bien le sujet, a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut être très vigilant. Et pour les communicants, quand ils voient qu'il y a des informations qui sont fausses, il faut réagir tout de suite et il faut dire pourquoi ils sont fausses et il faut donner la bonne information. Des recommandations auxquelles les participants comptent se référer dans la gestion quotidienne, la communication des actions du gouvernement.
Au regard donc de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on sait maintenant comment traiter les fake news et comment traiter toutes les informations fausses qui sont diffusées aujourd'hui assez rapidement sur le net concernant nos différents secteurs. Et on saura comment appréhender, comment gérer une communication de crise. En temps normal, on communique en général sur les actions de nos différentes institutions et ministères, des actions du gouvernement. Mais effectivement, en cas de crise, c'est des communications qui sont plus ciblées, où là, il faut expliquer un certain nombre de choses aux gens, à la population et plus généralement aux partis qui sont en prise dans la crise. Et cela nécessite effectivement d'avoir un certain nombre de clés. Cette session de formation de 2 jours est une initiative du ministère de la Communication et des Médias, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous vivons dans un nouvel monde. Il faut être plus agile, il faut être proactif, il faut travailler pour arrêter les informations fausses qui répondent, qui sont diffusées sur l'Internet. Ça, c'est un grand défi. C'est un défi pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est un défi aussi pour les États-Unis. Le ministre Sidi Touré invite les participants à s'approprier cette formation qui vient booster la politique de communication des actions du gouvernement. C'est une exigence de bonne gouvernance que de rendre compte régulièrement de la gestion des affaires publiques dont le gouvernement a la charge. Nécessité demeure donc de maintenir le contact et une certaine interaction avec les populations, non seulement pour mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes, mais également pour expliquer et faire comprendre les politiques, les décisions et les projets de développement afin qu'elles se les approprient. En plus des sessions de formation, le ministère de la Communication et des Médias compte mettre en place une plateforme de coordination de la communication gouvernementale, des stratégies qui s'inscrivent dans la politique nationale de la communication des médias pour la période 2019-2023. Au chapitre santé, sachez que la distribution des cartes pour la couverture maladie universelle a commencé depuis la mi-février en Côte d'Ivoire. Plus de 1000 agents du port autonome d'Abidjan enrôlés depuis 2015 ont ainsi reçu il y a quelques jours leurs cartes. Ils expriment leur satisfaction au micro de Franck Quadio. Après leur enrôlement à la couverture maladie universelle CMU en 2015, les agents du port autonome d'Abidjan reçoivent leur carte CMU, distribution de cartes dans le cadre de la phase de la généralisation. Le directeur général du port autonome content de bénéficier de cet engagement social de l'État. Aujourd'hui dans le pays, tout le monde n'a pas les moyens de se soigner correctement, de faire de la prévention. Et la possibilité de mutualiser les moyens est une occasion exceptionnelle offerte aux populations les plus démunies de pouvoir bénéficier des soins de santé dans des conditions acceptables données. Et je voudrais inviter donc tous les Ivoiriens à adhérer à ces processus-là qui, à terme, sera une occasion vraiment pour les Ivoiriens de se soigner dans de bonnes conditions. Ils sont un peu plus de 1200 personnes, personnel administratif et agents du port autonome d'Abidjan, comme Brahima, content d'avoir obtenu le précieux sésame. Oui, mais aujourd'hui, je viens d'avoir ça, je suis content. C'est un moment, vraiment, on a attendu longtemps. On vient de l'avoir, donc c'est bon. La phase de l'opération de distribution lancée depuis quelques jours, les agents de la CMU disent être sur le terrain pour le retrait des cartes, mais aussi pour l'enrôlement qui continue. On est installé dans toutes les communes d'Abidjan. On a des centres fixes dans toutes les communes d'Abidjan et on se déplace pour aller dans les entreprises après avoir organisé des rendez-vous avec ces entreprises-là pour l'enrôlement et pour la distribution des cartes. Système obligatoire de protection sociale nationale contre le risque maladie, la CMU. Pour la phase de généralisation, 729 établissements publics et semi-publics ont été retenus pour constituer le réseau de soins initial. La prochaine phase, après celle de la distribution, sera le début des prestations de soins fixées au mois d'octobre prochain. Dans cette édition également, la célébration du 80e anniversaire de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Le MPT a signé récemment un protocole de jumelage avec le lycée militaire français d'Autun. Plus de détails avec Abou Sanogo. Le lycée militaire d'Autun séjourne en terre ivoirienne à l'occasion des 80 ans de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT. Sa délégation, composée de son commandant école, le colonel Pierre Berne, du directeur des études et d'un binôme d'enfants de troupes, conduite au cabinet du chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia, par l'attaché de défense
près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, qui dit être en terre ivoirienne pour signer un protocole de partenariat avec l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. La perspective de cette coopération entre les deux établissements a été donc abordée au cours de cette rencontre. Et il s'agira entre autres d'envisager le renforcement et l'harmonisation des projets pédagogiques au sein de ces deux établissements et éventuellement l'accueil de stagiaires ivoiriens au lycée militaire français. De nombreuses perspectives s'ouvrent pour son établissement et l'EMPT de Benjeville. L'EMPT nous a fait forte impression et nous avons pu comparer les deux systèmes, celui du lycée militaire d'Autun, les enfants de troupes encore formés à partir de la 6e, et ceux de Côte d'Ivoire formés à Benjerville. Et ce que je disais au général, c'est que je crois aujourd'hui que ce sont deux écoles d'excellence très importantes pour l'avenir des deux pays respectifs. On va renforcer la coopération, en l'occurrence, entre nos deux écoles préparatoires militaires. Le lycée militaire d'Autun est situé sur le territoire de la commune du même nom, la Saône-et-Loire. Il fait partie des 6 lycées militaires que compte la France et est gardien des traditions des anciens enfants de troupe. Des nouvelles sportives à présent avec les Jeux olympiques spéciaux de Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Plus de 7500 athlètes ayant une déficience intellectuelle ont participé à cette rencontre. On en parle avec Cathy Touré-Kodo. Ils sont autistes, trisomiques ou présentent un autre handicap intellectuel. Ces personnes spéciales ont valablement représenté la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi. 34 médailles au total, dont 14 en or, un résultat qui satisfait les dirigeants. Abu Dhabi a été pour la Côte d'Ivoire une réussite. Nous tenons au passage justement à remercier le ministre des Sports qui nous a soutenus, qui a rendu possible ce voyage et qui s'est déplacé, qui est venu encourager nos athlètes. Donc au retour, nous promettons continuer la lancée que nous avons ici, c'est-à-dire renforcer les entraînements, renforcer les compétitions de type olympique et organiser de façon régulière des compétitions locales. À Abidjan, ce sont des parents fiers de leurs champions qui leur ont réservé un accueil chaleureux. Non, mais c'est une fierté légitime, une fierté immense parce que ce sont des enfants qui vivent avec un handicap, mais chaque fois que ces enfants-là vont à l'extérieur, nous sommes honorés, puisque les enfants reviennent toujours avec des médailles. Ce sont des enfants qui sont adorables, qui sont très attachants et qui sont capables de tout. Il suffit juste de les encourager. À tous les autres parents qui sont dans la même situation, il ne faut jamais désespérer, il faut toujours garder le courage, juste les encourager et puis ils nous montreront qu'ils peuvent aller au-delà de nos espérances. Voilà, Cathy Touré-Kodo nous faisait le point des JO spéciaux de Abu Dhabi. La région centre du Mozambique peine toujours à se remettre après le passage du cyclone Idai. Plus de 400 morts et 600 000 personnes nécessitent actuellement de l'aide humanitaire d'urgence et d'eau potable. Au sud de l'Afrique, les habitants du Mozambique peinent à trouver de l'eau de qualité. Bientôt 2 semaines que le désastre matériel et humain a été provoqué par le passage de la violente tempête Idai. Le centre et le nord du pays durement frappés, principalement à Beira, ville fortement atteinte. L'on se débrouille avec la consommation d'une eau insalubre. Les installations hydrauliques en réfection. Au Mozambique, plus de 500 000 personnes éprouvent un besoin d'aide humanitaire. À Washington, le président américain Donald Trump a signé le décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, présent à la signature qui entérine cette reconnaissance américaine. Cet acte israélo-américain. Voilà les précisions de Abou Sanogo. Merci de nous avoir suivis.